Dans l'univers des singes, le macaque du Japon est un maître en l'art de l'adaptation. Selon la tradition, il est le messager des dieux. Les scientifiques l'admirent pour son inventivité. Et en matière de résistance au froid, c'est un champion toute catégorie. Mais aujourd'hui, les épreuves de la nature ne sont rien à côté des autres menaces qui planent sur lui. Fasciné par les macaques du Japon, David Sprague suit leurs allées et venues depuis presque 20 ans pour découvrir leurs secrets et faire tout son possible pour assurer l'avenir de ces singes, messagers des dieux. L'île de Yakushima, un trésor de la nature à 60 km au large de la pointe sud de la plus grande île du Japon. Ne faisant pas plus de 500 km², Yakushima abrite un site classé patrimoine mondial où l'on protège les quelques dernières parcelles de forêt vierge du Japon. Ces forêts luxuriantes comptent parmi les rares espaces sauvages qu'il reste encore au Japon, où des singes vivent à l'état naturel. Tandis que la plupart des 19 espèces de macaques existantes vivent sous les tropiques, le macaque du Japon est le seul primate en dehors de l'homme à habiter si haut vers le nord. Dans cet univers de forêt tempérée, leur vie est réglée par le rythme des saisons. Pour l'anthropologue David Sprague, Yakushima est une deuxième maison. Année après année, il étudie les différents groupes de singes au centre de recherche du parc national de l'île. Suivre leur vie est beaucoup plus qu'un simple travail scientifique pour lui. Les macaques du Japon sont superbes avec leur pelage épais et soyeux. Ce sont les plus beaux singes du monde, naturellement. Mais ce n'est pas uniquement pour cela que j'aime les étudier. En observant les macaques sauvages de Yakushima, j'ai découvert que chacun d'entre eux mène une vie très intense. Ils font preuve d'une soif de vie incroyable. Tous les jours, les macaques parcourent la forêt en quête de nourriture. Ils ne se promènent pas par hasard dans les bois, ils cherchent scrupuleusement de quoi se nourrir. Ce sont des animaux sauvages, et si la nourriture vient à manquer, beaucoup d'entre eux risquent de mourir. Les macaques du Japon vivent en groupe pouvant aller de quelques individus à plus de 100. Pour que tout le monde mange à sa faim, chaque groupe défend son territoire contre l'incursion des groupes voisins. Leur structure sociale repose entièrement sur les femelles. De génération en génération, les femelles ne quittent jamais le groupe. Grand-mères, mères et filles forment le noyau dur du groupe social. A l'inverse, les mâles adultes sont toujours des pièces rapportées. L'un des sujets d'étude de David est précisément de savoir comment les mâles se font une place dans cette société. L'un des phénomènes marquants de la vie des macaques mâles est qu'ils quittent leur groupe quand ils ont atteint leur maturité sexuelle. Mais le grand mystère, c'est qu'on ne sait pas où ils vont. Nous savons qu'ils vivent dans plusieurs groupes au cours de leur vie, car nous avons vu des mâles se joindre à des groupes que nous observions. Mais la plupart du temps, nous ne savons pas où ils vont. David Sprague est la personne idéale pour étudier les macaques du Japon. Né à Tokyo, il a effectué ses études au Japon et aux États-Unis et peut donc parfaitement communiquer avec les scientifiques nippons. Il fait d'ailleurs partie d'une équipe de chercheurs qui mène des études à long terme sur ces macaques. Les macaques du Japon ont une longévité d'environ 20 ans, ce qui correspond à peu près au nombre d'années que j'ai passé à les étudier jusqu'à présent.
Par conséquent, même si j'avais pu suivre le même animal depuis le jour où je suis arrivé à Yakushima, je n'aurais pu observer qu'un seul cycle de vie. Nous parcourons toujours le même territoire pour observer les mêmes individus. Notre objectif est de suivre la vie de chaque animal pour vérifier les hypothèses que nous avons formulées pour expliquer leur comportement. Contrairement à la plupart des singes, ces macaques doivent s'adapter pour survivre à de très rudes hivers. La nourriture que leur offre la nature variant au fil des saisons, ils doivent aussi changer de stratégie de cueillette. En fonction des moments de l'année, ils se nourrissent ainsi de bourgeons, de feuilles, de fleurs et de fruits. Les macaques du Japon font partie de ces singes particuliers qui font des réserves dans leurs joues. Ils se remplissent la gueule de nourriture, puis cherchent un endroit sûr où ils peuvent mâcher tranquillement ce qu'ils ont cueilli, sans oublier de recracher les pépins. Non seulement ils s'offrent le luxe d'avoir un panier à provisions intégré, mais sans le savoir, ils aident aussi la nature. En semant sur leur passage les pépins qu'ils recrachent ou qu'ils ont digérés, ils contribuent en effet à maintenir l'équilibre écologique de la forêt. Les macaques des tropiques se reproduisent à tout moment de l'année, mais pas les macaques du Japon. En automne, les feuilles des forêts tempérées vivent au rouge, tout comme les macaques du Japon qui arborent alors une face et un postérieur écarlate. Sous l'effet de leurs hormones sexuelles, les vaisseaux sanguins de leur peau se dilatent et les macaques paraissent brûlés de désir. Lorsqu'une femelle est en chaleur, le mâle dominant la suit pas à pas en guettant le moment propice pour entrer en action. Et une fois son rôle accompli, il passe à la suivante. Mâles et femelles s'accouplent en effet avec le plus de partenaires possible. En s'accouplant avec plusieurs mâles, les femelles macaques ont davantage de chances d'avoir un petit au cours de la saison. Si elles ne sont pas fécondées pendant la saison des chaleurs, elles ne pourront pas avoir de petits avant la saison suivante. Alors qu'en s'accouplant avec plusieurs mâles, elles multiplient les chances de recevoir du sperme et donc d'être fécondées. Après tous ces efforts, les macaques du Japon doivent reconcentrer toute leur attention sur leur estomac. Avec l'hiver qui approche, la nourriture se fait de plus en plus rare. Ils doivent emmagasiner le maximum de calories possible pour résister au froid des mois à venir. Dans les montagnes du Japon, les hivers sont d'une rigueur qui n'incite pas à mettre le nez dehors. 4 mois durant, il fait un froid à pire fendre et on ne trouve pas la moindre feuille ni le moindre fruit. Ceux que l'on appelle ici les singes des neiges survivent tant bien que mal en mangeant tout ce qu'ils peuvent trouver. Ce n'est pas de leur propre choix que ces macaques vivent dans les montagnes. À mesure que les plaines du Japon se sont peuplées, ils ont été repoussés vers les hauteurs et ont dû s'adapter. Tous les matins, ces banlieusards se pressent au travail. Ils sont la grande attraction touristique d'une réserve de singes appelée Jikokudani, la vallée de l'enfer. Environ 300 macaques, répartis en 3 grands groupes, vivent dans les forêts des alentours. Plusieurs fois par jour, ils se régalent d'une distribution de blé, gracieusement offerte par les gardiens du parc. Cette habitude a été prise en 1962, quand des chercheurs japonais ont décidé de donner du soja aux macaques pour les éloigner des fermes voisines. Une gourmandise qui a poussé les singes à se jeter littéralement à l'eau. Au départ, seuls quelques jeunes s'y aventuraient au printemps. Puis peu à peu, tout le monde s'est rendu compte qu'il valait mieux prendre un bain chaud plutôt que de grelotter de froid.
Prendre un bain dans les sources d'eau chaude ne fait probablement pas partie du comportement naturel des macaques. Aucun chercheur n'a jamais vu un singe sauvage se jeter spontanément dans une source chaude. Les macaques de Jigokudani sont devenus très célèbres avec cette particularité. Des touristes du monde entier viennent les voir prendre ces bains chauds. Ce qui est insolite à Jigokudani, c'est que les hommes sont là à grelotter de froid alors que les singes sont bien au chaud dans l'eau. Se relaxer dans une source d'eau chaude est un luxe dont tous les singes des neiges du parc ne profitent pas. Seuls les membres du groupe dominant ont accès aux bains de vapeur. Et tout en savourant ce privilège, ils cultivent leurs liens sociaux. Jigokudani est une bonne affaire pour les macaques. Certes, ils doivent supporter les touristes, mais en échange, on leur donne un bain chaud et de quoi se remplir l'estomac. Et les chercheurs en profitent également. Au lieu d'arpenter les montagnes, ils peuvent étudier le comportement des macaques rassasiés directement sur place. Du fait que les macaques sont nourris, ils sont beaucoup plus actifs et on peut observer ici différents types de comportements beaucoup plus fréquemment que dans la nature, dont notamment les comportements agressifs qui nous permettent d'étudier les relations dominant-dominé et le mode de fonctionnement de leur hiérarchie. Mais dans ces conditions artificielles, les observations ne sont-elles pas faussées? Beaucoup de chercheurs considèrent que les singes nourris par l'homme ne se comportent pas de façon naturelle. Dans la nature, on ne les trouve jamais rassemblés en aussi grand nombre dans un si petit espace. Ils sont pratiquement les uns sur les autres, et à la moindre tension, ils réagissent immédiatement de façon agressive. C'est très instructif pour les chercheurs, mais je suis sûr que les macaques préféreraient manger tranquillement, sans avoir tous ces congénères sur le dos. Ces 40 années de distribution de nourriture ont transformé le mode de vie des macaques du Japon. N'ayant plus à souffrir des pénuries naturelles de l'hiver, leur population a explosé. Et les habitants des villes voisines ont commencé à se plaindre de voir des singes chaparder les bonbons aux enfants ou s'attaquer à leur jardin. Il fallait faire quelque chose. Les femelles de la réserve de singes de Jigokudani font l'objet d'une expérience de contrôle des naissances. On leur diffuse un traitement hormonal à travers la peau du bras. C'est peut-être la solution adoptée pour limiter le nombre des macaques. En tout cas, c'est une solution moins nocive pour eux que de les capturer ou de les transférer dans une autre île du Japon. Les singes des neiges ne semblent pas avoir de soucis à se faire pour leur avenir. Une chance qui vient de leur immense ressource, de leur faculté d'adaptation à tous les changements. La minuscule île de Koshima, dans le sud-est du Japon, abrite une colonie de singes célèbres. Leur renommée vient non seulement du fait que ce sont les seuls macaques que l'on connaît qui nagent dans l'océan pour pêcher leur nourriture, mais aussi d'un système éducatif très particulier. Comme les macaques de Jigokudani, ils sont devenus célèbres le jour où des chercheurs ont commencé à leur donner de la nourriture. Pour les étudier, des biologistes de l'université de Kyoto leur distribuaient régulièrement des patates douces, un mets de choix pour les macaques. On raconte qu'il y a 50 ans, un jeune macaque, jugeant sa pomme de terre trop salée, l'a lavée dans un ruisseau d'eau douce. Imitant leurs congénères, les autres ont rapidement appris à laver leurs patates. Et au fil du temps, cette technique s'est transmise de génération en génération. Elle a même été perfectionnée en utilisant l'eau de mer, dont le sel améliore probablement le goût des patates douces. Mais les macaques ne se sont pas limités aux patates douces. Lorsque les chercheurs leur ont également distribué du blé sur la plage, ils ont découvert qu'en jetant les grains dans l'eau, le sable tombait au fond de l'eau et les grains flottaient tout propres à la surface.
Si ces prouesses ne leur ont pas valu le prix Nobel de sciences, elles ont retenu toute l'attention des spécialistes. Jusque dans les années 50, les anthropologues croyaient que seuls les hommes se transmettaient des comportements acquis. Mais les macaques de Koshima ont démontré que d'autres espèces savent également le faire. Ces macaques ont montré aux hommes qu'ils étaient plus intelligents qu'ils ne le pensaient. Ils ont appris plusieurs nouveaux comportements qu'ils se sont transmis de génération en génération. Ces nouveaux comportements sont toutefois un peu artificiels, car ils découlent du fait que des chercheurs leur ont donné de la nourriture. C'est pourquoi nous continuons de les étudier dans la nature, pour savoir comment ils se servent de leur intelligence à l'état sauvage. Nous espérons découvrir si les modifications de leur régime alimentaire naturel les amènent à exploiter leurs facultés d'apprentissage dont ils font preuve ici sur la plage. Comme pour les singes des neiges, l'intervention de l'homme a conduit la population à se multiplier et à acquérir des comportements artificiels. Autant de leçons que David Sprague veut mettre en pratique pour protéger les macaques sauvages de son site d'étude de l'île de Yakushima. Les phénomènes qui se sont produits à Koshima et Yakushima sont très instructifs pour la protection des macaques. L'expérience de Koshima a montré que le fait de leur donner de la nourriture entraîne l'explosion de leur population et qu'il est très difficile de ramener les macaques à l'état sauvage une fois qu'ils ont appris à se nourrir de ce que l'homme leur donne et que leur population s'est multipliée. De son côté, Yakushima nous a permis de voir à quel type de conditions de vie ils peuvent s'adapter pour survivre. Il est préférable de laisser les macaques sauvages vivre leur vie, plutôt que de les perturber en transformant leur environnement naturel ou en leur donnant de la nourriture. On ne sait pas encore exactement si les macaques du Japon se transmettent vraiment leur savoir ou s'ils l'apprennent chacun leur tour. Mais les comportements uniques dont ils font preuve forment bel et bien une sorte de tradition qui nous montre l'univers des singes sous un autre jour. Au Japon, la floraison des cerisiers annonce l'arrivée du printemps. Pour cette femelle de l'île de Yakushima, c'est aussi le moment où les accouplements de l'automne portent leurs fruits. Les bébés macaques dépendent de leur mère pendant plus d'1 an. Élever un petit est un travail à temps complet, car il faut non seulement l'allaiter, mais aussi le protéger et le porter. Les mères doivent s'y consacrer entièrement. Elles doivent se nourrir suffisamment pour produire le lait nécessaire et toujours garder un œil sur leur petit pour ne pas le perdre. Dans les forêts de Yakushima, près de la moitié des bébés macaques meurent au cours de leur première année de vie. Pour David Sprague, chaque nouveau venu dans le groupe qu'il étudie est une agréable découverte. L'une des femelles du groupe vient d'avoir un petit. Ce nouveau-né ne doit pas avoir plus de quelques heures, car elle porte encore son cordon ombilical. C'est ici que l'on trouve le plus grand nombre de macaques du Japon au mètre carré. Les nouveau-nés de ce groupe sont donc en compétition avec ceux des groupes voisins pour ce qui est de la nourriture. Le début du printemps est une période critique pour eux, car c'est seulement dans quelques semaines qu'ils trouveront en abondance les fruits, les fleurs et les feuilles dont ils se nourrissent. Après une matinée passée à grimper aux arbres pour se remplir les joues de nourriture, quoi de mieux pour se détendre que de se faire brosser le pelage par des mains expertes. Le toilettage du poil permet d'enlever les puces, les tiques et les œufs de puce. De temps en temps, on voit les macaques les porter à leur bouche et les manger. Ils ne doivent pas être très nourrissants, mais les macaques mangent tout ce qui peut leur apporter la moindre calorie. Le toilettage ne leur permet pas seulement de se débarrasser des parasites et de se nettoyer, c'est aussi l'expression de leurs relations sociales. Nous mesurons les liens entre deux macaques autant qu'ils passent à se toiletter l'un l'autre. Les mères et leurs filles, par exemple, passent beaucoup de temps à s'épucer. Mais il arrive aussi que des adultes qui n'ont aucun lien direct se brossent l'un l'autre. C'est un indicateur capital des relations sociales qui se font et se défont au sein d'un groupe. Si le toilettage permet de récolter des œufs de puce et d'entretenir ces relations, les macaques semblent aussi se brosser pour le seul plaisir que cela leur procure.
Sur son site de recherche, David Sprague explore des forêts où peu d'hommes ont mis les pieds. C'est précisément parce que les groupes qu'il suit sont si sauvages que les recherches menées à Yakushima sont plus intéressantes que les études faites sur les macaques nourris par l'homme. Ces macaques n'ont jamais été nourris par l'homme et leur mode de vie repose uniquement sur la forêt. C'est l'aspect le plus important de nos recherches à Yakushima. Ici, nous pouvons étudier les conditions de vie naturelles des macaques dans leur habitat naturel. C'est extrêmement rare au Japon, car il reste très peu d'endroits aujourd'hui où il n'y a pas d'activité humaine. Dans de nombreuses régions de l'archipel, les forêts de feuillus ont été exploitées pour leur bois et remplacées par de vastes plantations de conifères. Les conséquences sont parfois dramatiques pour les macaques. Leur territoire et leurs sources d'alimentation étant détruits, ils sont contraints de chercher de la nourriture dans le monde des hommes. Depuis les années 80, les dégâts qu'ils causent à l'agriculture sont devenus un grand problème. Pour protéger leurs récoltes, les agriculteurs exigent des mesures draconiennes. Chaque année, plus de 5000 macaques sont abattus au Japon parce qu'ils nuisent aux récoltes, et souvent ils sont tués par des chasseurs subventionnés par le gouvernement. Dans le cadre de son travail, David encourage les agriculteurs à recourir à d'autres moyens. Lorsqu'ils pénètrent dans ces orangeries, les macaques font de terribles ravages. Et pour éviter que cela se produise, on incite les agriculteurs à installer des clôtures électriques. C'est une solution très efficace, mais le problème est qu'elle coûte très cher et demande beaucoup de travail et de temps pour les entretenir. Mais si ces clôtures peuvent sauver la vie de quelques macaques, elles n'attaquent pas le problème à la racine. La véritable question est de savoir si les macaques et les hommes peuvent encore cohabiter dans le Japon d'aujourd'hui. Comme beaucoup d'autres peuples du monde, les Japonais ont une attitude ambivalente envers les animaux sauvages. D'un côté, ils les considèrent par tradition comme des messagers des dieux, et de l'autre côté, pour les agriculteurs qui veulent protéger leurs récoltes, ce sont des animaux nuisibles, une menace pour leur activité, et ils préféreraient que les macaques disparaissent. Et précisément, certaines populations de singes du Japon ont déjà disparu. Ailleurs, là où les groupes prolifèrent, ils sont en conflit avec les hommes. C'est pourquoi David Sprague s'efforce d'éviter que d'autres populations s'éteignent. Nous devons préserver une partie de ce monde pour les êtres vivants qui n'ont rien à voir avec les hommes et leur mode de vie. Car ce sont ces êtres vivants qui ont modelé la planète au fil de milliards d'années d'évolution. Il est inévitable qu'il y ait des contacts entre les hommes et les animaux sauvages. Mais si ce n'est pas nécessaire, il vaut mieux laisser les animaux sauvages tranquilles et vivre de notre côté pour qu'ils puissent eux aussi vivre leur vie. Les macaques du Japon ont réussi à survivre dans ce pays en dépit de ces brutaux changements de saison. Aujourd'hui, leur faculté d'adaptation les amène dans l'univers des hommes et leur survie est entre nos mains. Mais nous ne semblons plus entendre le message que les dieux ont confié à ces singes. Peut-être est-il temps de leur prêter de nouveau toute notre attention.